transparente comme de dentelle blanche, sur la moitié clos comme un verre. Il en est qui ont vu de joli creux et perfide, nonchalamment charmé qui faisait sa ascension en lui faisant bouillir la fraîcheur, l'attraction du liquide des ondes, allant jaillir dans les veines le sang de la mère à ses enfants de l'eau, allant clore de petit vers les bleus de calme, les amis qui tournent noirs avec de fouquet qui en sont jamais. Delta, c'est un projet sur la Camargue, sur le Rhône, la Méditerranée, et cette île entre les deux bras du Rhône et la Méditerranée, portée par deux artistes, céramistes, danseuses, plasticiennes, Marie Guédon de Dives et Isabelle Doblas. Le parc de Camargue, avec ses sites de la palissade et du musée, ont accompagné le projet qui a été vraiment mené par les deux artistes, et nous avons été pas à leur service, mais en accompagnement. Voilà. Et nous sommes aussi le lieu ou les lieux où va être présenté le résultat de ce projet qui a donné naissance à un triptyque qui représente le delta avant, aujourd'hui et demain. Ce triptyque sera présenté au musée de la Camargue à partir du 25 septembre. Je suis vraiment endormie. On y va, on va voir où sont les... Tout le premier volet de quasiment la première année et demie de travail, en fait, on l'a passé à aller sur le territoire assez régulièrement pour faire des prélèvements de matières premières du territoire. Donc on a beaucoup rencontré en fait des gens qui font le territoire, donc, soit des gens qui font des métiers en lien avec le territoire, comme les sauniers, le sagneur, la sagne, les pêcheurs, enfin tous ces métiers vraiment du cœur de Camargue, et puis les gens qui aussi font partie de la préservation et l'aménagement du territoire. Regardez là-bas comme c'est beau. Qui est déjà faite. Ouais, mais on n'a pas fait le point sur les quantités, c'est ça que je dis. Travailler avec les éléments qui nous sont donnés, c'est-à-dire ceux qui sont donnés dans l'entourage dans lequel on se situe. Donc ça, c'est une première démarche de céramiste. Et donc du coup, quand on est venu sur le territoire du Delta, c'était logique d'essayer de travailler avec les matières premières qui nous étaient données dans ce territoire-là. Et avec ces gens, dont notamment avec Estelle Rouquette et Claire Tétrel du domaine de la palissade, qui sont des gens qui travaillent sur la préservation du parc naturel régional de Camargue, on a identifié quelles étaient les plantes qu'on pouvait nous prélever pour les utiliser pour fabriquer des émaux de cendre. Les émaux de cendre, c'est une technique ancestrale, en fait, c'est les premiers émaux que l'humain a plus ou moins utilisés pour émailler les plaies, ce sont des émaux de cendre. Et là où les gens nous ont fait confiance, c'était sur la forme. Parce que quand on s'est engagé dans ce projet, on ne savait pas nous-mêmes où on allait. C'est vrai. Et la forme est apparue avec la compréhension du territoire. Pourquoi les bras du Rhône changent de cours régulièrement? Il y a ce qu'on appelle, chaque fois que le fleuve déborde, il est chargé en alluvion, parce que chaque fois qu'il y a une inondation, en fait, le fleuve est chargé en alluvion. Oui. Et à chaque inondation, il dépose des alluvions sur ses ça. berges, Ouais. et il s'élève au-dessus de la plaine. Alors, actuellement, les bras du Rhône existants sont plus hauts que la plaine. C'est ça. Bon. Et puis, il arrive qu'à une crue particulière, le bourrelet casse et le fleuve change de cours facilement, dans la mesure où il est plus haut que la plaine. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que beaucoup de gens l'ignorent complètement. Quoi. Ah oui, celui-là il est nickel. Faut le trouver à quelle hauteur En fait, c'est celui de surface. Ouais, ouais. Ah si. On fait ça. Et je m'en sors très bien. Bien. Nickel. Comme une grande. Je viens juste. Ouais. Ça y ressemble si ça ne veut pas. Ouais, ouais. On va se passer la belle. On va se passer les mains. Et voilà. Donc c'était tout d'abord, je pense pour elle, un projet qui a nécessité une période d'immersion
dans un site qui est justement au limbe du delta, puisque la palissade se trouve à l'embouchure du Grand Rhône. Marie, je sais plus ce qu'elle a amené comme incinérateur. Moi, le mien, il est quand même comme ça. D'accord. Donc là, le vent... On va faire des bûcherons. Enfin, des bûcheronnes. Voilà. Noir avec moucheté. Ouais, super beau. Ça va plus joli. Quand tu as un délai un peu serré comme là, c'est ça le truc. Regarde-moi ça. C'est du pâté pour chat. Utiliser de l'eau pour laver un truc qui va passer à la poubelle. Les deux sont noirs, salicorne et soude. Donc on pourra faire avec la salicorne. Donc nous en fait on a fait des prélèvements sur site, on a fait des crémations sur site, tout le lavage et le traitement des cendres en fait pour les rendre propres à l'utilisation pour faire des recettes démo. Et puis avec Marie en atelier, donc d'une façon un peu laborantine j'ai envie de dire, on a élaboré des tests de recettes. Donc en fait pour sortir, extraire ces 12 à peu près plaquettes démo qui sont celles qu'on est amené à utiliser, ça ce sont des plaquettes de test. Pour en sortir 12 qui nous semblent... on a choisi de garder parce qu'on on en a fait en tout presque 400 plaquettes. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu tout le process de travail, de recherche qu'il nous a fallu pour extraire celles qu'on estimait à la fois les plus esthétiques, mais aussi les plus parlantes. Parce que pour nous, c'était important qu'il y ait un sens aussi sur quel genre d'émail on utilise pour tel type de plat qui parle tel type de période de l'histoire et de l'évolution du delta du Rhône. Non, pas le Baccaris. Ah oui, c'est le Tamaris. Donc ça fait un peu Baccaris versus... c'est celui-là pour faire le lit de la du fleuve. Quand on a constaté que énormément des teintes que nous avions en résultat se trouvait être un reflet assez fidèle des couleurs naturelles qu'on trouvait dans le delta du Rhône. Feuilles avec des tons de couleurs et on fait plein de tests. Bon. Ça c'est très épais. Oui, mais ça, et c'est vrai qu'en découvrant ce que regorgeait de richesse mais aussi de drame ce territoire, j'ai eu envie aussi que les émaux parlent ces points sombres. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de laisser trop longtemps, c'est vrai. C'est vraiment 3-5. Il y a vraiment du contenu sur ces panneaux. Sauf qu'un public qui se balade comme ça et qui les voit, il voit des œuvres qu'on cherche à être graphiques, au final. Graphiques, esthétiques et autoportantes, autosuffisantes. Mais derrière tout ça, il y a toute une histoire qu'il est intéressant de connaître parce que du coup, elle permet de rentrer dans l'histoire de la Camargue et dans cette double polarité nature-culture. C'est-à-dire que nous, comme tout le monde,
On était dans cette idée que la Camargue était ce fameux territoire sauvage qui nous avait été vendu par Baroncelli et et les offices culturels. Donc en fait, nous, on était dans cette naïveté touristique de ça existe depuis des siècles, ça a toujours été comme ça. Exactement. Et en fait, c'est en rencontrant Estelle qu'on s'est rendu compte que, en fait, non, ça n'a pas toujours été comme ça du tout. Le plus important designer de Camargue, c'est Baroncelli. Oui, c'est ça, exactement. Oui, que vraiment, il a créé une esthétique. Baroncelli, en fait, était un Félib. Et Félib s'était donné pour mission de résister sur le plan culturel à la France. Et je peux dire qu'on peut parler, sur un plan culturel, d'une Camargue terre de colonisation. On est venu coloniser culturellement ce delta et industriellement aussi. Votre deuxième période, c'est la période de la modernité. C'est ça, oui, tout à fait. L'homme qui domine, maître et possesseur à la nature, etc. Il ne faut pas oublier que la modernité, c'est aussi accompagné d'un mouvement de résistance. On parlait des prix-libres de Baroncelli, mais il y a la création de la réserve nationale de Camargue en plein boom économique. Le triptyque qu'elles vont réaliser va représenter dans un premier temps la Camargue telle qu'elle était avant l'anthropisation du delta, la Camargue telle qu'elle est hyper anthropisée, même si on l'aperçoit comme un espace sauvage, c'est une terre qui est hyper anthropisée et où on fabrique du sauvage, mais il n'empêche que ça reste une production de l'humain. Et le delta, dans son évolution future, tel qu'il peut l'être après le décorsetage du Rhône, après les changements climatiques aussi. Donc voilà, cette démarche est vraiment complète. Elle va depuis la source de l'information jusqu'à l'exposition de l'œuvre artistique qui se sera nourrie de cette information scientifique. Les changements. Moi, j'ai tout oublié. Donc là, il y a le filet de pêche. Hop, direct, et lâche la main. Comme celui-là que tu ne fais pas. Tac, tac, tac. Tu jettes, hop, sans enlever la jambe. Et on a droite, gauche, droite. Hein. Hop, hop. Voilà. Ouais, voilà. Ça, c'est juste. Voilà, ça, c'est bien. Non, mais là, je suis bien pour le faire. Oui, mais je pense qu'il faut le faire au moment où on finit avec le coude. Parce que moi, je suis avec déjà la jambe ici. Peut-être plus. Hop. Là. Ok. Pas mal ça. Et tu fais ça. Avec notre bras là. C'était comme en Amazon, mais. Ici dans l'illusion. Et lui têter le sein jusqu'à ce qu'il tombe. Ses cheveux soufflent de verdâtre le chemin de la lune qui flotte sur la de jusqu'à ce qu'il tombe assoupi de l'air qui mêle la bouteille de lait et de transparence. Dans le troisième panneau qui traite de la cohabitation entre la nature et la culture, entre l'homme et le territoire, on incarne successivement des gestes d'acteurs humains qui ont également façonné le territoire dans une lenteur et un savoir-faire, notamment artisanal. Donc on a le geste du saunier qui fait des tas de sel, le pêcheur qui lance ses filets. Et le sagneur. Le sagneur qui fait ses bottes de sagne. Pour moi, il est important de montrer comment les artistes d'aujourd'hui s'emparent des thèmes que la Camargue leur fournit, puisqu'on sait qu'elle a inspiré les cinéastes, elle a inspiré les auteurs littéraires, elle a inspiré les photographes, et forcément, elle inspire les artistes contemporains. Voilà. Et les artistes contemporains sont à la fois des passeurs d'idées, des passeurs d'images. Ils ont une manière aussi de refiltrer les choses. Je pense que s'il y a une place à l'artiste, c'est effectivement celle d'amener les gens par le regard, par ce qu'elle donne à voir, ce qu'un artiste donne à voir, d'amener les gens à s'interroger, à même eux-mêmes quelle place ils tiennent dans la société. Ce qui est déjà, si on arrive à faire ça en tant qu'artiste, on a réussi une bonne partie de sa mission.
Non, mais moi je pense que si tu lui enlèves 1 ou 2 cm et ça devrait être bon. Bah écoute, ouais, je vais monter faire ça en haut, tiens, je suis désolée, prends ça, voilà, c'est... C'est quoi qui se passe? Tu vois, ça me va. Ton papier journal, évidemment. Allez, c'est parti. On va faire être lente au début. Par contre, il faudra s'assurer que... Ah, je l'aime pas. Et en plus, ça colle moins. Ouais, ça colle moins. Ouais. La chorégraphie donc, qu'elles ont imaginée, dont j'ai pu voir quelques extraits, est aussi très originale. En fait, elle danse le delta. Ça, je n'avais jamais rencontré encore d'artiste qui dansait le delta. Et cette danse marque des empreintes qui représentent le delta. Et l'émaillage, après, donc, se nourrit de pigments, enfin d'éléments qui sont prélevés sur le delta. Donc je pense que ouais, c'est pour moi cette originalité, elle est dans la chaîne qu'elles ont, dans la geste, dans la chaîne qu'elles ont réussi à mettre en œuvre.
Marie et moi, quand on s'est rencontrés et qu'on a décidé de travailler sur un projet, après très vite le projet, on s'est dit qu'on allait travailler sur l'eau, parce qu'elle comme moi, on avait une attirance vers cette thématique. Après, le delta est venu, mais en vérité, au départ, le delta est venu parce qu'en fait, il nous permettait de parler de la féminité, de ce que le delta nous permet de parler de la fertilité et donc de la créativité, de la féminité, de l'eau, de tout ce process de circulation, de comment les eaux, en se mélangeant justement, elles deviennent source de vie, hein, parce que ça c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est en biologie, les eaux saumâtres sont sont très très fertiles en fait, hein, donc les embouchures de fleuves ou de rivières, tout ce qui sort, où se mêle l'eau douce et l'eau salée, dans ces eaux-là, il y a vraiment un foisonnement de vie qu'on trouve nulle part ailleurs que dans les deltas. Des démarches qui sont comme ça, portées par des femmes, vers un territoire qui est hyper macho, qui est dur, voilà. Ça m'a interpellée aussi. Développement économique puissant, comme vous dites, industrie salinière qui s'installe, l'agriculture irriguée qui s'installe, et puis souvent j'ai utilisé le terme de casque bleu ou d'ONU, enfin, et entre les deux, pour gérer le conflit, on fait un no man's land, on fait une zone démilitarisée. D'accord. Et les casques bleus sont les protecteurs de la nature, c'est-à-dire qu'on est passé d'un acteur, l'acteur agricole qui adoucit les milieux, à un deuxième acteur, l'acteur salinier qui salinise les milieux, et le conflit entre ces deux acteurs aboutit à la création d'un troisième acteur, le protecteur de la nature. D'accord. La vie, c'est un mouvement. Dès l'instant où tu arrêtes la vie, si tu donnes, et l'équilibre, c'est un arrêt en vérité. C'est un moment d'arrêt. Et si ce moment d'équilibre, il dure trop longtemps, eh bien, s'il n'y a plus de mouvement, donc il n'y a plus de vie. Et l'arrêt pour un delta, attention, on parle bien d'un delta là, hein, c'est-à-dire un delta, c'est normalement un lieu de perpétuel changement, où d'une saison à l'autre, le paysage a été fondamentalement transformé. Et finalement, moi, ce que je vois là dans le delta, tel que je l'ai compris, après nos 3 années passées sur ce sujet-là, finalement, je ne vois plus la nature, je ne vois plus que la main de l'homme. C'est-à-dire que même à l'endroit où il y a la nature, c'est encore l'homme qui conduit et qui maîtrise cette nature. Elles ont pris la quintessence de ce qui compose ce territoire, et qui pas seulement les avantages ou ce qui en fait la beauté. Elles ont été aussi chercher le sel de la terre qui brûle, et les plantes qui envahissent, comme la jussie. Voilà, elles sont pas allées à l'évidence, à la facilité. À un moment donné, s'il n'y a pas un endroit où on va lâcher ce besoin de gestion, ce besoin de contrôle, d'accompagnement, et même si le Baccaris devait prendre toute la place dans la flore du delta du Rhône, ce serait peut-être ça sa nouvelle naturalité, j'ai envie de dire. Tu vois, d'une certaine façon, il y a un moment donné où il faudrait que peut-être l'homme arrive à lâcher prise. Cette réflexion-là sur la gestion concertée de l'homme, de la nature par l'homme, c'est vraiment une problématique ultra représentative de la société contemporaine. Et c'est une réflexion sur le monde finalement. Ah oui, ils font les chaussures sont passées à trop de température, donc du coup elles se sont collées sur la plaque d'enfournement. On est impatiente, hein.
Le moment où on a le plus l'impression de comprimer le temps, je dirais que c'est pendant la cuisson des émaux sur les panneaux. Ah là là, c'est top, top, top. C'est énorme. En quelques secondes, et dit ce que toi t'as mis 3 ans à bâtir, à échafauder, à réfléchir, à essayer de mettre en œuvre et tout ça. Et là, d'un coup, ça se présente à toi. Là, il y a une bosse quand même, hein. Mais bon. Moi, je suis toujours en admiration devant ce processus qui nous échappe totalement. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression de monter dans une machine à accélérer le temps ou à remonter le temps, je ne sais pas dans quel sens, mais la cuisson, c'est vraiment ça en fait. Tu as les 3 panneaux qui sont là. Ils existent, ils ont un poids, ils ont une texture, tu le touches, ça a pris forme. Le projet que l'on a mené pendant ces 3 ans, parce qu'on s'est laissé guider par les rencontres et tout ce qui s'offrait à nous, ben, je trouve que ça nous amène à avoir une vision assez claire et assez juste d'un certain état de relation entre l'homme et la nature. Donc voilà, nous on y a mis de l'ethnologie, on y a mis de la sociologie, on y a mis de l'amour, on y a mis tout un tas, on a projeté tout un tas de choses, on a nous-mêmes déjà digéré, et la Terre après opère cette fusion de tout ça pour rendre compte par un objet unique de tout ce cheminement que nous avons parcouru, et ça fonctionne. Donc c'est là où en fait c'est très enthousiasmant en vérité, c'est que si tu le fais avec sincérité, voilà, et c'est ce qu'on a fait avec Marie depuis le départ en fait. On a été sincère en fait, voilà. Je crois que finalement ce qu'on devrait presque retenir de tout ça, c'est que du début où on a commencé ce projet jusqu'au moment où il prendra fin, on a été en totale sincérité. ¿Qué figures sur notre vie? Qu'est-ce que ça t'a bien alors? Ça, alors, c'est le vrai gardien de Camargue. Il faut qu'on y fasse un peu de broderie et de tutu-pam-pam, puisque ce qu'il a fait autour, peut-être. Barangelli était parallèle à Mistral, puisqu'ils ont vécu pratiquement la même époque. Le petit Camarguais, on connaît quelques... Je pense qu'il était une fois la Camargue. Donc, j'ai fait un peu de dormir sur place, on aurait pu laisser vivre dedans.